Bonsoir. Je viens de dire, on aurait dû parier et j'aurais gagné. Parce que moi je disais, oh, on va bien avoir une cinquantaine de personnes. Oh, tu crois, tu sais, s'il y a 20, 30, et ben vous voyez combien on est. T'as compté 70. Ce qui veut dire que la problématique qu'on a souhaité présenter ce soir et réfléchir ensemble, parce que c'est une tête à penser, mais ça ne suffit pas d'avoir les notions dans la tête, après il faut les mettre en vérité. Donc ça veut dire que c'est vraiment un problème voilà, qui nous touche tous de près et de loin. Si chacun là un instant réfléchit dans sa tête et pense à un ou deux ou trois prénoms de ces relations avec lesquelles ça s'est distendu, détérioré, détruit, enfin bref, tous les mots qu'on avait pu mettre sur le tract, mais il en manque certainement. Je suis sûre que là, la liste, voilà, on couvrirait les colonnes. Là. Donc voilà, l'idée de ce soir est venue de ce que Eric un jour m'a présenté un topo qu'il a déjà fait. Bon, il n'y avait pas cette image-là d'ailleurs. Je trouve qu'il a amélioré son système. Et un topo que j'ai trouvé vraiment percutant. On est quelques-uns là de l'antenne de Sèvres-Moine à l'avoir regardé. Et on s'est dit, mince, vraiment c'est quelque chose, un outil qui nous permettrait sans doute au moins d'y voir plus clair, peut-être d'arrêter de faire des bourdes, et on espère retrouver un chemin dit de retrouvailles, de réconciliation, en tous les cas retrouver un mode de communication qui soit plus trop difficile à vivre. Voilà. Donc Eric il va nous faire un petit topo pendant à peu près 1 heure normalement. Comme c'est un fiefé bavard, on lui a dit 3/4 d'heure, mais il va faire 1 heure. Alain est déjà en train d'éclater de rire, il se dit 1 heure, Eric un micro. Donc mettez vos montres à sonner, d'accord. Et puis ensuite l'idée c'est vraiment un temps d'échange. On a fait des... Par rapport au schéma que Eric va présenter... C'est distribué déjà, ça y est. C'est déjà distribué. Voilà. Donc il en manque sans doute. Voilà. Donc partagez peut-être à la base, il n'y en a pas du tout. Donc ceux qui sont en couple, peut-être dans les C1 sur 2. On pourra sans doute le renvoyer après. La soirée est filmée de façon à ce que ça puisse être retransmis et puis repensé. Parce que c'est le genre de truc qu'on peut avoir envie de revoir une deuxième fois ou de montrer à une copine ou à son mari, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de maris. Les garçons, levez la main s'il vous plaît. On est là, nous, hein. Merci d'être venu. Est-ce que les intervenants peuvent se présenter? Oui. Alors moi je ne suis pas une intervenante, j'organisais juste le truc. Moi je suis Sophie Roux, je suis sur l'antenne de Sèvres-Moine avec plusieurs de mes... on est tous les... toute l'antenne, les coordinateurs de Sèvres-Moine sont présents ce soir. Alors, présentez. Isabelle, Emmanuel, Thérèse et Jean-Maurice, je ne sais pas où ils sont, devant moi, voilà, elle n'est pas assez grande, je ne la voyais pas. Taurine, et puis on a Françoise qui vient de quitter l'antenne, mais voilà, qui est restée très active. Voilà. On a aussi Alain Boucher, j'ai vu Sophie, on a Thierry Sumon, on a du moment du collectif Santé Vosges. Voilà. Et puis on a surtout tous les autres qui sont là. Est-ce qu'on peut savoir à peu près combien viennent de l'antenne de Beaupron? L'antenne de Sèvres-Moine, l'antenne de Mortagne, l'antenne de Cholet, voilà. Et puis ceux qui n'ont rejoint aucune antenne, est-ce qu'il y en a peut-être? Oui. Chevillier, pardon. Attends. La honte sur 3 générations. Et attends, Ancenis, Bolbert. Je ne l'ai pas loupé, mais voilà. Donc, super, bienvenue à tout le monde. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous qu'on aboutisse à cette soirée. Merci. Merci Sophie. Alors je vais me présenter sommairement. Juste avant, je veux quand même remercier le collectif Santé Vosges.
notamment pour les personnes qui regardent les vidéos. Nous sommes, on va dire, au nord de Cholet, pour situer la zone où nous nous trouvons. Donc je remercie le collectif Santémo, et puis je remercie le café Jean Geste qui nous accueille dans ce petit village de GT que je connais bien. Je vais vous présenter, en fait, ce soir, je vais vous présenter des outils de travail. Donc, qui suis-je? Je suis juste un modeste infirmier, dans le soin depuis le siècle dernier, depuis 91 exactement. Donc, je vais vous présenter un outil principal de travail que j'utilise en tant qu'infirmier, notamment en soins palliatifs, que beaucoup de soignants utilisent. C'est un outil de base qu'on appelle les 5 étapes du deuil. Et je vais vous présenter également un autre outil que j'utilise en tant que formateur quand je me déplace dans des EHPAD, dans des cliniques. Je fais 15-20 EHPAD, des cliniques par an, principalement des endroits où ça se passe assez mal et où il y a une évaporation et disparition des salariés. Donc voilà pour la petite présentation. On fait cette petite heure de présentation et ensuite on va échanger. Il est possible que pendant la présentation, je sois obligé de reculer la table un petit peu ou de l'avancer, parce qu'il est possible que le diaporama passe au-delà de l'écran. Il y a un élément très très important que dit Jean-Marc Jancovici, c'est que quand vous ignorez comment faire la pédagogie d'un problème, tout effort devient insupportable. C'est-à-dire, si vous ne pouvez expliquer votre problème restera intact. La solution arrive à partir du moment où on est capable de décrire son problème. Quelqu'un qui a une fuite sous son lavabo et qui va chez le roi Merlin où vous voulez, ne va pas dire ça coule, il y a de l'eau. La personne va expliquer son problème et c'est seulement comme ça qu'elle pourra atteindre une solution. Et bien pour notre problématique, à nous, c'est exactement la même chose. Deuxième élément très important qui nous vient de Mark Twain, le problème, c'est pas ce qu'on ignore. Le problème, c'est ce que l'on tient pour sûr et certain et qui est faux. C'est ça la grande difficulté. C'est très important que ces deux éléments-là nous servent d'introduction. Juste avant de commencer le déroulé, je voudrais faire un petit rappel. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent la communication positive. Là, je vais vraiment aller au calot, je vais aller très vite. C'est des formations, normalement, on est parti sur 3-4 heures. Là, moi, je l'écrase en 1 heure, donc je vais aller très très vite. Je vais vous parler sommairement de la communication positive. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire qui vont vous paraître évidentes. Et par moments, il y a certaines choses qui vont vous paraître bizarres ou un peu mélangées. C'est logique, moi, mon travail de ce soir, c'est de décaler votre regard, de voir les choses sous un autre angle, notamment les personnes avec qui on s'est coupé, justement. Donc il y a un élément très important en ce qui concerne la communication positive, c'est que le cerveau est étanche, fermé, je crois qu'il n'y a pas de meilleur terme, à 2 mots, ne et pas. Ne et pas, vous les entendez, et c'est parce qu'ils restent au niveau des oreilles. Mais dans le cerveau, ce qui arrive dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle le verbe d'action. Je vous donne des exemples concrets. Un enfant à qui on dit ne touche pas, 90% de son cerveau entend touche. Un enfant à qui on dit ne touche pas, en fait, il faut lui dire retire tes mains. Et c'est énervant, il faut refaire ces phrases. Un enfant à qui on dit ne crie pas, 90% de son cerveau entend cri. Il faut refaire ces phrases, et en fait, il faut lui dire tais-toi, silence. Un enfant à qui on dit ne cours pas, eh bien, 90% de son cerveau entend cours, on va lui dire marche doucement, par exemple. Il y a tout un tas d'exemples. Le marche doucement, ce qu'on voit au niveau du cerveau, c'est en fait ce que l'on veut induire. Ça, les bases de la communication positive, c'est ce qu'on utilise en hypnose. Le premier degré en hypnose, on appelle ça l'induction. Induction pour induire. La communication positive, il y a une quantité de gens qui sont formés à ça. Que ce soit les commerciaux, que ce soit dans le marketing, la publicité, que ce soit quantité de médias, quantité de journalistes, et puis au moins la moitié du personnel politique. Je vous parle de formation, avec des profs, des cours, pas d'examen, mais en tout cas des épreuves. Les gens formés à la communication positive se reconnaissent entre eux, puisqu'ils savent comment induire, comment utiliser le bon mot, et surtout éviter le ne pas. On appelle ça communication positive, puisqu'on n'utilise que le verbe d'action. C'est pas positif pour être gentil. En fait, le vrai terme, c'est le langage positif. La communication positive, c'est ce qu'on appelle plus faire les choses avec un état d'esprit un peu plus positif. C'est un tout autre sujet. Ça demande 6 mois pour refaire ces phrases. Moi, quand je m'occupe d'une personne âgée qui a des troubles cognitifs de type Alzheimer, si je lui dis « n'ayez pas peur, je ne suis pas méchant, je ne vais pas vous faire tomber », je lui balance dans le cerveau « peur, méchant, tomber ».
Je vais à l'inverse dire faites-moi confiance, on y va doucement. Enfin, je vais utiliser tout un tas d'autres termes pour justement induire dans son cerveau ce que l'on va faire. Donnez-moi la main, levez-vous, etc. Okay, c'est la même technique qu'utilisent les grands médias. C'est un grand classique. Vous entendrez régulièrement des médias dire, je ne sais pas, à propos d'un très grand professeur, je n'ai pas dit qu'il était mauvais, je n'ai pas dit qu'il était nul, je n'ai pas dit qu'il était dangereux. Je vous dis que je ne l'ai pas dit. De façon à ce que votre cerveau entende dit nul, dit dangereux, dit mauvais, etc. C'est fait exprès. Ils tournent leurs phrases de cette façon-là. C'est une méthodologie, c'est une pratique. Je vous dis à peu près 6 mois pour que ce soit facile à aborder. Ça marche de façon fantastique avec les petits enfants en bas âge, vous vous amuserez, vous allez voir, c'est fou. Partons sur le chemin d'interléguéré. On commence en 4 étages. Interléguéré, c'est une racine latine qui veut dire faire des liens entre. Faire des liens entre. Quand vous faites des liens entre, vous faites de l'interléguéré, et interléguéré, c'est la racine latine du mot intelligence. On confond complètement le mot intelligence avec le QI. C'est complètement différent. Mozart, Einstein, Beethoven, ils n'étaient pas plus heureux que les autres. Ils avaient peut-être une masse cérébrale, une qualification particulière au niveau de leur cerveau, et le QI est de plus en plus remis en cause. En tout cas, c'est leur histoire. Mais l'intelligence, c'est juste tout le monde. Faire des liens entre des faits. Un fait, c'est quelque chose que tout le monde valide, tout le monde est d'accord. Je suis dans la rue, je conduis avec ma voiture, j'ai des panneaux de signalisation. Ce sont des éléments factuels, et en fonction des panneaux de signalisation, je prends des décisions. Je fais des liens entre des faits. Je fais de l'intermédiaire, je fais de l'intelligence. C'est vous dire, porte ouverte pour nous tous. On est tous hyper capables. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on nous donne comme éléments factuels. Les éléments factuels, à la télévision, les médias, on va vous les remplacer par des émotions. Le but, c'est de vous empêcher de faire des liens entre des faits. Donc il y a 4 étages pour progresser, pour tout le monde, sur quelques sujets que ce soit. Et là, on va petit à petit se mettre un peu dans la tête de quelqu'un qui est covidiste, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est dans notre famille, quelqu'un qui est proche de nous, ou un collègue, un voisin, en tout cas quelqu'un qui est heureux de regarder tous les soirs BFM-BC et tout le reste, et qui y croit parfaitement. Au tout début, on a une première étape qui s'appelle « J'ignore que j'ignore ». Quand vous ignorez que vous ignorez l'existence d'un sujet, en fait, vous êtes dans ce qu'on appelle le confort. Vous êtes bien. J'ignore que j'ignore quelque chose, ça veut dire que je m'en moque, mais d'une force. Qu'est-ce qui va m'arriver très exactement le 12 juillet prochain? Mais j'en sais strictement rien. J'ignore que j'ignore tout ce qui peut m'arriver à la fin de l'année ou au sujet suivant. Je suis dans le confort. Deuxième étape, plus exactement deuxième étage, c'est je sais que j'ignore. Quand vous découvrez quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau, eh bien, vous basculez dans l'embarras, obligatoirement, même sur un temps très court. Personne n'aime ressembler à une poule qui a trouvé un couteau. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que les récepteurs ACE2? Qu'est-ce que c'est que la reverse transcriptase? Qu'est-ce que tout ce dont on a entendu parler? C'est gênant, c'est embarrassant. Il y a des choses, il y a plein de choses nouvelles. Ok? Troisième étape, c'est quand je sais que je sais. Là, je bascule dans la connaissance. J'ouvre des bouquins, je vérifie, je pose des questions. Et définitivement, tout le monde est capable de chercher, de trouver, de monter en connaissance. Tout le monde. Je suis médaillé d'or, champion olympique sur 2 décennies en redoublement scolaire. Personne n'a pu redoubler à l'école dans cette salle de tournoi. Personne. Je suis tout à fait tranquille là-dessus. Ça va t'empêcher d'apprendre une quantité de choses. D'accord? Donc, dès qu'on a un doute, on pose des questions. Et si le médecin, l'infirmier, qui vous voulez, le réparateur en informatique, parle avec un jargon pas possible, stop. Je ne comprends rien de ce que vous me dites. J'ai besoin que vous m'expliquiez clairement, tant pis, vous prenez le temps, etc. Et on va vérifier, que ce soit dans des bouquins, c'est toujours mieux, sur Internet, on pose des questions, on bascule dans la connaissance. C'est un étage de confort, en fait, qui parfois peut désarçonner un petit peu. Parce que on va commencer à sentir la différence avec les gens qui sont dans « j'ignore que j'ignore ». Quand vous maîtrisez des sujets et vous êtes les seuls à pouvoir les maîtriser, qu'autour de vous, les gens ne comprennent pas, justement.
Quatrième étage, ça c'est ballot. C'est je parle comme si tout le monde savait. C'est j'ai oublié que je sais. C'est la personne qui est experte, qui maîtrise un sujet et qui s'exprime avec son jargon. Et là, c'est dommage. Il faut faire attention. Le bon professeur, c'est celui qui est capable de redescendre dans les étages et d'exprimer, de faire monter, élever son élève. Mais c'est pas celui, on a tous eu un professeur de physique-chimie ou de maths qui nous parlait dans des jargons pas possibles, parce qu'en fait, il parlait à 3-4 personnes au premier rang. C'est toute la problématique. Je parle comme si tout le monde savait, j'ai oublié que je sais, c'est le quatrième étage. Ça peut être dans certains cas une arme de dissuasion, mais il faut bien maîtriser son sujet. Lorsque l'on veut désarçonner un adversaire, on lui balance 2-3 mots un peu techniques et on voit ce qu'il a. Par contre, il faut maîtriser son sujet, parce qu'il ne s'agit pas de tomber sur un adversaire qui le maîtrise encore plus que lui. Ça peut donc nous revenir facilement dans la figure. Le plus simple, c'est comme le disait Nicolas Boileau, ce qui s'énonce clairement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. On parle simplement, on doit pouvoir se comprendre. Le jargon technique, ok, mais il va falloir nous l'expliquer. Donc c'est un piège, j'ai oublié que je sais. On peut se retrouver entre nous à maîtriser un sujet, être parfaitement ok sur les vaccins, sur l'ivermectine, etc. Mais si on commence à échanger sur la dose, je ne sais pas moi, 200 microgrammes kilo d'ivermectine, avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce terme, ils sont complètement perdus. Okay, j'avance. Dernier étage, en fait moi je l'appelle la terrasse. Je sais qu'il me reste tant à apprendre. Je reste humble, attentif et curieux, c'est-à-dire que je suis capable de redescendre tout en bas. Hein, vous vous rappelez de cette chanson? Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Le cinquième étage de l'intelligence, en fait, c'est la sagesse, tout simplement. Là, dans la salle, je suis à peu près sûr et certain que tout le monde connaît ce visage. Mais sur la vidéo, avec les personnes qui nous regardent, c'est fou, hein, il y a des personnes qui ne connaissent pas ce visage. Donc il y a des personnes qui, il y a quelques secondes, ignoraient l'existence de ce visage. Ils viennent de basculer en deuxième étape. Vous disait cette personne, apparemment tout le monde connaît, mais tu vois, c'est un homme politique, ou non, voilà. Ok. Troisième étape, bah, c'est le fameux Jean Gabin, je le dis pour les personnes qui le regardent à la vidéo et qui l'ignoraient. Et puis qu'est-ce que je peux dire de plus? Aller voir tous ces films, tout simplement. D'accord? Les 5 étapes de l'intelligence. J'ignore que j'ignore, je sais que j'ignore, je sais que je sais, j'ai oublié que je sais qu'il me reste tant à apprendre. Votre interlocuteur, quand vous échangez avec lui, il est à quel étage? Sur un sujet très précis. Hein. Personne n'est tout en haut sur tous les étages. C'est un système où on passe sa vie à redescendre et remonter, redescendre et remonter. Et la personne qui est en face de vous, l'idée c'est juste de la faire monter déjà en je sais que j'ignore. Lui donner une information. Le champion olympique du je sais que j'ignore pour faire monter les gens sur la curiosité, ben c'est tout simplement l'inspecteur Colombo. La petite question bête, la petite question du je comprends pas, c'est bizarre quand même. Enfin, je ne sais pas, c'est une épidémie. Normalement, je me trompe peut-être, mais on a toujours vacciné avant l'épidémie. Non, c'est oui, non, je me trompe. C'est bizarre qu'on ait autant vacciné. C'est un truc. Alors, évidemment, vous maîtrisez déjà la réponse. Il s'agit d'induire à la personne qui est en face de vous que c'est quand même un peu gros cette affaire, quoi, que de vacciner en plein milieu d'une épidémie. Sujet de base de première année d'élèves de médecine ou de première année d'élèves en école infirmière. Hein. Qui vaccine en plein milieu d'une épidémie fabrique des variants. Hein, l'homme de Cro-Magnon, quand il était en fac de médecine, on lui a enseigné déjà ça il y a 300 000 ans. C'est pas un truc qui vient de sortir de la cuisse de Jupiter. Bon, bah, voilà, on induit tout doucement quelqu'un en je sais que j'ignore avec des petites questions. En fait, la petite question inspecteur Colombo. Ok, on peut représenter ça sous format d'un escalier. C'est une progression. Et bien en fait, on va le retrouver sur le papier que je vous ai donné là, on va le retrouver sur un axe en ordonnée. Okay, et puis on va avoir toutes ces étapes-là pour situer nos interlocuteurs. Ils sont sur quel étage? D'après vous. Déjà, c'est la première chose à se poser. Toujours sur un sujet précis. Deuxième outil que j'utilise beaucoup et que énormément de soignants utilisent, c'est les 5 étapes du deuil de Kübler-Ross. Que ce soit un tout petit deuil ou que ce soit un vrai deuil dramatique. Il y a 5 étapes que
que l'on traverse, les unes après les autres. Les voici. La première étape, c'est choc déni. L'information vient de vous arriver, ça peut être de quelques secondes, ça peut être sur plusieurs mois. La toute première étape, c'est choc déni. La seconde, c'est colère. La troisième, c'est marchandage. Ces trois premières étapes sont relativement collées entre elles. Elles peuvent durer quelques secondes, ça peut durer beaucoup plus longtemps. La quatrième étape, c'est la dépression, on va dire autrement, la lucidité. Et puis, la cinquième étape, c'est l'acceptation. C'est un peu flou. Nous, c'est des outils de base en palliatif, mais tous les soignants utilisent ça. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous faire sourire. Deux exemples un peu plus domestiques pour la notion de deuil. Premier exemple, d'ailleurs, je vois mon épouse au fond de la salle, elle connaît cette histoire par cœur, elle commence à dire qu'est-ce qu'il a raconté. Un jour, mon frère m'invite à son mariage en juin. Je me marie le 3 août, tu seras témoin à Ajaccio. Super, félicitations, content, vite, réservons les billets, oula. Parce que quand il faut réserver des billets d'avion pour Ajaccio dans un mois ou deux, c'est un peu ça. Caroline, tu t'en souviens? Nous étions dans le taxi et nous arrivons à l'aéroport et petit à petit, on se dirige vers un ratage d'avion. Parce que énorme embouteillage. Je suis juste le témoin dans l'histoire. Caroline qui a énormément voyagé, en sortant du taxi, me voit complètement en choc déni colère marchandage. Je cours comme un dingue en tirant les valises, en cherchant le truc qui tourne, en regardant mon billet. Je crois que je vais pouvoir en sortir, je crois qu'on va pouvoir prendre l'avion. Elle a parfaitement compris que c'est mort. C'est seulement lorsque je suis le front appuyé contre la vitre et que je vois l'avion décoller, lucidité, et que manifestement je ne suis pas dedans, que je peux accéder à la cinquième étape, l'acceptation. Je prends le téléphone, j'appelle mon frère. Non, mais on n'est pas dans l'avion. Parce qu'on prenait l'avion à 9h et puis le mariage était à 11h, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc on bascule en lui, autre choc total. Ça s'appelle maintenant trouve un témoin. Fais des paquets, trouve un témoin. On arrivera plus tard. Exemple domestique. Mais c'est exactement la même progression sur quelque chose de dramatique. Deuxième exemple, un ami qui me raconte un jour. Sa petite a 5 ans, c'est son anniversaire, les ballons sont gonflés, toutes les copines vont arriver dans la maison. Il lui a commandé sur internet une très belle robe de princesse avec un diadème en plastique impeccable. Il ouvre le colis, un dinosaure en plastique. Choc, colère, déni, marchandage. Il bascule dans la colère, il s'énerve, il tourne le truc dans tous les sens. Il est dans le marchandage dans sa tête. Mais non, j'ai cliqué, j'ai pris le truc rose, la taille, machin, etc. Il revoit ce qu'il était en train de faire. Bon, il reste prostré 15 secondes devant cet objet en plastique qui manifestement n'est pas une robe de princesse, et il attrape les clés, il fonce en voiture pour aller chercher la robe de princesse de sa gamine pour son anniversaire. C'est encore une autre progression. En fait, des deuils, on en a toute l'année, tout le temps. Des processus de deuil expliqués par Claude Borbos. Nous, dans le sens, ce qu'on essaye de savoir, c'est jamais on ira balancer une information comme ça. Je vais vous écrire ça juste après. Il y a un petit problème sur ces trois étapes-là. Ces trois étapes-là, choc, déni, colère, marchandage, il arrive que les gens tournent en boucle là-dedans. Quand ils tournent en boucle là-dedans et qu'ils sont enfermés, on va appeler ça, en fait, de la dissonance cognitive. Dissonance cognitive, ça va être je refuse ce que l'on me montre, je refuse la lucidité, et je vais me trouver une autre explication, autre chose. Ok ? J'ai une question, je ne comprends pas bien votre notion de marchandage. Marchandage, c'est je crois que je vais m'en sortir, je refuse après le déni et je dis non, il y a une autre explication. Non, on va faire autrement. Non, je refuse, c'est les personnes qui vont rester sur du ça y est, j'ai trouvé la cause. Et qui vont repartir dans leur choc déni colère, leur choc, qui vont conserver leur problématique, mais qui vont refuser la vérité, en fait. Il faut que je vous donne un exemple un peu plus parlant. La dissonance cognitive, ça a été démontré par Léon Festinger en 1954. Léon Festinger, c'est un psychiatre américain qui donne des cours à l'université, qui prend des élèves et qui dit
on a un super travail à faire, on va infiltrer une secte, 1954, ils sont à une quinzaine de kilomètres, on va rester chez eux 15 jours, 3 semaines, et ça va être notre sujet d'étude, c'est super intéressant. Les élèves disent qu'est-ce que c'est que cette secte? Et ben, en fait, c'est des gens qui pensent que la Terre va exploser et va être détruite par des martiens. Donc ce qui est génial pour nous, c'est qu'ils ont fixé un compte à rebours. Et ça doit arriver pile poil dans 3 semaines. Donc hop, on y va, on s'infiltre, et puis de toute façon la Terre ne va pas du tout exploser. Et ça va être très intéressant d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue cognitif, de voir ce qui va se passer. En théorie, comment on appelle ça, le type qui gère les sectes, le gourou devrait finir avec du goudron des plumes assis sur un rail, dans la lampe. Donc ils infiltrent, ils y vont, et puis ils attendent, le compte à rebours arrive, 5, 4, 3, 2, 1, voilà, et puis silence, le coucou ressort, toujours pas de terre qui explose, etc. Je vous fais l'histoire très très courte, mais c'est une histoire authentique, qui est vraiment son tout premier sujet d'étude. Et ils se disent, bah, pas de goudron, pas de plume, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, le gourou revient, et dans sa notion de marchandage, il dit, non mais j'ai trouvé. Truc de fou, je vous explique, j'ai trouvé. En fait, on a prié comme des dingues, et j'ai reçu un message des Martiens, ils se sont dit, on ne peut pas faire péter cette planète avec des gens comme ça. Là, donc c'est juste pas possible. Je vous la fais courte, hein, ça paraît complètement crétin. Sauf que les gens qui sont hypnotisés et qui sont là-dedans depuis des mois et des mois et des mois, bah, vont rester avec le « Oh, en fin de compte, on n'a pas fait sauter la Terre, on a sauvé la planète. » Eh bien, ces gens-là, dans l'explication de leur marchandage, vont trouver encore plus d'adeptes, et c'est une secte qui va tripler de volume. Et ça, Léon Festinger, il s'y attendait pas du tout. Donc il va creuser la notion de dissonance cognitive, et cette première dissonance cognitive-là, vous me croirez si vous voulez, accrochez-vous bien à vos chaises, il va lui donner un nom, ça s'appelle persistance des croyances réfutées. Persistance des croyances réfutées. Il y en a plusieurs autres. Je vous invite à aller sur la chaîne de Gilda Jaffredou, je mettrai la description dans la vidéo. C'est un ami qui est sur Angers et qui a fait plusieurs vidéos sur la dissonance cognitive et les travaux de Léon Festinger. C'est fou. Quand on lit ça, quand on voit ça, on se dit, mais j'en connais plein. J'en connais plein. Persistance de croyances réfutées. Vous avez beau leur mettre la preuve sous le nez, écoutez, la Terre n'ayant pas explosé, hein, et ils sont en persistance de croyances réfutées. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit avoir à l'esprit, notamment vis-à-vis de beaucoup de soignants et beaucoup de médecins traitants. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fin de compte, il y a dépression, lucidité. Vous avez énormément de médecins qui doivent eux-mêmes faire ce chemin de deuil sur « mais alors, je me suis trompé ». Plus exactement, « mais alors, on m'a trompé ». Conseil de l'ordre, lui prescrire, laboratoire, etc. Mais alors, dans ma clientèle, j'ai 15, 20, 25, 30 morts. Un mort, c'est déjà trop. Alors que derrière, il y avait potentiellement le médoc, je dis l'ivermectine, mais il y en a plein d'autres. Hein. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de molécules. Hein. J'avais le médoc juste derrière moi, pour 3 fois rien. C'est extrêmement dur pour des médecins que de se dire, mais je me suis planté. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus rassurant de rester dans une persistance de croyances réfutées et de refuser ça. On a quelques médecins, là ça y est, ça commence, hein, qui sont arrivés en acceptation. Hein. Ça commence à se fissurer. Hein, parce qu'il y a, sur les traitements, mais aussi sur les fameux ARN messagers à visée immunogène. On ne peut pas appeler ça un vaccin, je pense. Des gens qui se disent c'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que les données du VERS, c'est l'administration américaine avec les Centers Disease Control et la Food Drug Administration, la FDA, sont en train de sortir, eux, en plus, ils assument, les Américains, ils peuvent faire la boulette du siècle, oh là là, c'est pas grave, ça se fait en justice. Donc ils sont en train de balancer tous les chiffres là, de multiplication, de risques cardiovasculaires, etc. Donc il y a des médecins qui finissent par se dire, mais alors ce qu'on m'a dit, c'était faux. Dépression, lucidité. Et qui bascule à fond en acceptation. C'est le terme de lucidité. Pourquoi est-ce qu'on la place au niveau de la dépression? Parce que... Il me faudrait beaucoup plus de temps pour dérouler. La lucidité ou la dépression, c'est quand on se dit, en fait d'abord en un, c'est la lucidité. On visualise parfaitement les choses. Ça y est, c'est clair. Et en même temps, dans la même pièce de puzzle, on se dit « Oh mon Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire ?»
Et qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est trop tard, hein, c'est derrière le dos. Bah là, il y a une petite chute de morale quand même. Une petite chute de morale. Culpabilité. Alors attention, il y a un raccourci qui pourrait être de se dire, mais non mais tu donnes l'info et tu acceptes. On appelle ça une parole vitriolique. Parole vitriolique, le vitriol c'est de l'acide sulfurique, ça brûle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toute vérité n'est pas bonne à dire n'importe comment à toute vitesse. Il faut un certain temps. Le temps de quoi? Eh ben, le temps que son interlocuteur fasse son chemin de deuil. Il y a des personnes qui font ça en 5 minutes, selon le deuil, selon l'histoire, selon le vécu de la personne. Et on a d'autres, c'est parti pour 5 ans, parce que c'est trop dur. Et dès lors qu'on dit, voilà l'info, accepte, eh bien c'est certain qu'on va décupler la colère de son interlocuteur. Parce que c'est vitriolique, parce que c'est trop puissant. Le grand classique, c'est le type qui dit, petite dispute avec son épouse, et qui dit, qu'est-ce qu'on a commandé comme cadeau pour les enfants, pour Noël, et l'épouse qui lui répond, bah, si tu étais un peu plus souvent là, si tu étais un peu moins sur la route, tu le saurais. C'est juste carrément vrai, mais 2, c'est juste carrément trop fort. Parce qu'à cet instant-là, ping, tiens, attrape ça. Petite engueulade familiale en programme, d'accord. Alors évidemment, c'est pas le genre de sujet où l'épouse va dire, il faut que je te parle, etc. Pour l'amener en lucidité, pour que de lui-même il comprenne, ah non, je suis trop souvent à l'extérieur de la maison. Vous comprenez le biais et le raccourci. Hein. Mais c'est valable à tous les niveaux de la vie. Il y a un terme, vitriol, en fait, c'est un sigle, Veritas Interiore Terraum Rapicipandem Oculum Lapidem, qui veut dire descends au plus profond de toi, tu découvriras ta pierre cachée, et en remontant à la surface, tu renaîtras. Bon. Qui veut dire très exactement, c'est quand on touche le fond de la piscine qu'on remonte. En fait, c'est le chemin de la résilience. Quelqu'un qui doit avancer face à son problème avancera tout seul. C'est une erreur que de chercher à convaincre les autres. On leur met tout un tas d'éléments devant eux, y compris avec des questions, et petit à petit, ils vont avancer. Mais leur dire, voici l'info, accepte, change, c'est aussi certain que ça va arrêter que de dire à un fumeur, mais enfin, c'est dangereux, il ne faut pas fumer, monsieur. Ça, c'est un truc qu'on a pas moi en tant qu'infirmier. J'ai juste jamais dit ça. C'est le meilleur moyen pour que la personne ait des clubs devant nous et dise ouais, mais c'est pas comme ça. On donne tout un tas d'éléments et puis on laisse l'autre se transformer lui-même. Et c'est long. Et c'est énervant quand on détient justement la vérité. On en dit que l'autre il avance à toute vitesse, qu'il nous rejoigne. Mais non, il va le faire à sa vitesse. D'accord? Le vitriol décuple la colère et puis ça fait tourner la personne encore plus. Hein, quand on lui dit accepte, accepte. Donc la clé, c'est de prendre le temps pour trouver, affiner, partager notamment la notion de chiffre. On reviendra tout à l'heure sur la notion de chiffre, mais plus vous avez des éléments factuels précis, appelons un chat un chat. Est-ce que tu es OK pour vérifier ça? Est-ce que tu vois bien la même chose que moi? Oui, je vois bien la même chose que toi. Ben, c'est comme sur un jeu de loi, super. On a avancé d'une petite case. Ça nous a pris 3 semaines, mais ça, c'est fait. Quand vous avez apporté une information de la connaissance à quelqu'un, mais ça ne ressort pas du cerveau. Moi, je ne peux pas oublier l'alphabet, comme je ne peux pas oublier, je sais faire du vélo, je ne peux pas me réveiller un matin en me disant que j'ai oublié. Non. Quand vous apportez de la connaissance, eh bien, elle est là pour toujours. Et c'est ce qui est génial avec la connaissance, c'est qu'on peut la donner, on en est toujours aussi riche, ça se partage. Mais la connaissance, c'est une information vérifiable, un élément factuel. Vous en prie. Donc, tu as expliqué ce vers quoi il n'est pas utile d'aller, enfin, la notion de parole vitriolique. Voilà, la notion de parole vitriolique, quand on dit une vérité beaucoup trop facile, trop puissante, trop rapide, à quelqu'un de pas prêt. Voilà, il y a un moment, tu as dit est-ce que tu vas. Je ne sais plus le terme exact que tu disais, mais tu as dit est-ce que tu vas me rejoindre dans la connaissance ou dans l'acceptation de la situation? Voilà. Moi, j'ai essayé de convaincre les gens, mais est-ce que c'est pas significatif en fait d'une solitude quand on essaie de convaincre? Je voudrais comprendre ça parce que si on essaie de convaincre, c'est peut-être aussi parce qu'on était en souffrance. Tout à fait.
quand on atteint le stade de connaissance, la troisième étape, je vous disais tout à l'heure, on réatteint un stade de confort parce qu'on a eu un léger moment d'embarras sur la deuxième étape, j'ignore que j'ignore, on est dans le 3, je sais que je sais, on reprend un certain niveau de connaissance et donc de confort. Ah ok, ça y est, je comprends mieux. Sauf que, on a tout un tas de personnes qui sont encore dans le j'ignore que j'ignore. Mon épouse un jour me disait, mais tu te rends compte, mes collègues, tes collègues, quantité de personnes, tous ces gens qui ignorent qu'ils ignorent, en fait ils vont super bien, ils ne se posent pas de questions, ils s'en foutent, ils sont bien, ils sont bien quoi. Et nous, ça peut être effectivement une souffrance que de se dire, d'où l'intérêt, déjà rien que là de faire communauté avec le collectif Santé Mauge, etc., de se dire mais je suis pas fou. En fait, il y a pas de gens que moi, on est vachement nombreux. Déjà, là, ça donne envie d'embrasser tout le monde à chaque fois. Et c'est vrai que vous aussi. Bon. Ça c'est un premier niveau. Mais ça prend du temps, quoi, avant de trouver du monde. Et il y a tout un chemin de difficultés, d'où le fait que par moments, on peut s'énerver dans sa solitude et basculer sur la notion de « mais je te dis que c'est une arnaque, je te dis que ceci, je te dis que cela ». À celui qui est au stade de j'ignore que j'ignore. J'accélère. Les 5 étapes du deuil, on va les retrouver en abscisse. Alors vous avez compris, au final, ça va nous donner une sorte de marécage qui va avoir cet aspect-là. Entre les gens qui sont en train de progresser dans la connaissance et ceux qui sont en train d'avancer sur leur chemin de deuil. Et ça va nous amener à 3 espaces, à 3 zones. Une immense quantité de la population va se retrouver ici, hein. Clairement. Vous avez tout un groupe de personnes. Alors c'est nébuleux, hein, c'est pas aussi net que cette image-là. Tout individu est différent, l'histoire est différente, la culture, l'éducation, le vécu, notre aventure humaine, tout est différent. Mais globalement, on est sur 3 zones. Et puis, nous, on est dans cette dernière zone-là. Et on n'est pas particulièrement. On est en théorie les moins nombreux. En fait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, justement, on a cette problématique. Au début, la personne est dans le confort, elle va basculer dans le choc. Le non, je refuse. Le marchandage, rendez-moi mon confort, je refuse cette information. C'est trop dur, c'est trop pénible. Elle va basculer sur le ah, ok, la dépression, donc vraiment au point central. Et puis petit à petit, elle va avancer sur je sais, elle va se mettre en mouvement, et puis va atteindre le stade de sagesse. Nous, on est vraiment entre le je sais, la sagesse et agissons. Simplement pour aller extraire des gens qui sont dans le choc et les faire monter à toute vitesse, c'est la fameuse parole vitriolique, il faut absolument éviter ça. Sinon, on l'a tous vécu, hein. On se grille, les gens ne veulent plus nous parler, ils nous voient venir avec nos grands sabots, ils nous tournent le dos, ils nous disent ah, ça y est, on va repartir sur son sujet. C'est un classique. Et là, il y a cette sensation d'isolement. Des marécages relationnels, il y en a quantité sur quantité de sujets tout au long de la vie. Nous, on est juste bloqué sur ce marécage relationnel qui nous a été imposé par un braquage, d'où le fameux terme du film Hold Up, un braquage, alors on peut dire législatif, un braquage médical, un braquage sanitaire, un braquage sur les vaccins, un braquage financier, maintenant politique, monétaire, voilà. Et il y a ceux qui sont en dehors et qui ont vu le hold-up se dérouler. Il y a malheureusement ce qu'on peut appeler une sorte de toboggan pour faire redescendre les gens en bas le plus vite possible. Alors comment est-ce que ça fonctionne ce toboggan? Et bien en fait, de chaque côté du toboggan, vous avez ce qu'on appelle les injonctions paradoxales et vous avez les émotions, peur, colère, tristesse, joie, espoir. Parlons vite fait des émotions. Les émotions vont être, on dit, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je renvoie toutes les personnes qui regarderont la vidéo, et vous également, aux travaux d'Idriss Aberkan. Il n'y a pas que Idriss Aberkan, mais c'est celui qui a le mieux vulgarisé tout ça, notamment dans les émotions. Lui dirait que il y a beaucoup plus de connaissances, bien sûr, que c'est plus compliqué que ça, mais il y a une partie du cerveau, au début, on la mettait plutôt côté droit, qui est calée sur les émotions. Et puis une partie du cerveau qui est calée sur côté gauche, je le dis vraiment pour simplifier, qui est basée sur la notion de réflexion, analyse, etc. Dit autrement, je pense à une recette de cuisine,
je suis très content, waouh, je suis super ému, j'ai fait une super recette de cuisine, je l'ai dans mon imagination, je suis sur une partie de mon hémisphère droit. Dès lors que je commence à peser, mesurer, compter et que je rentre dans le calcul de la recette de cuisine, hop, j'ai basculé sur une autre partie de mon cerveau. Quand vous avez des personnes qui sont en émotion, la réflexion est en pause, elle est en attente. Elle attend que l'émotion ait fini de se calmer. Les émotions qui fonctionnent le mieux, peur, colère. Peur, impeccable. Un internaute que j'aime bien, dont j'ai oublié le nom, a dit « Celui qui gagnera la présidentielle est celui qui aura imposé, comme pour toutes les présidentielles d'ailleurs, le sujet principal. Et celui qui impose le sujet principal, c'est celui qui gagne. » Là, le sujet principal, c'était la peur, et rien d'autre. Il y a eu 2 années de préparation de peur, coup de bol pour celui qui fabriquait de la peur, une petite guerre en Ukraine, allez hop, peur sur peur, alors là, voilà. À partir du moment où vous bloquez les gens en peur, eh bien, vous bloquez la réflexion. Ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, procès de Nuremberg, Goebbels, quand on questionne ce genre de type, quand on dit, mais vous êtes arrivé en 33, en 39 vous attaquez, et puis ensuite on sait ce qui se passe, mais comment en 6 ans vous avez fait pour... Ils vous expliquent tout simplement. La peur. Vous bloquez les gens, et puis il est capable de sortir tout un tas de textes anciens qui remontent, je sais pas moi, à la guerre du Péloponnèse, à la Grèce antique, etc. Dès lors que vous bloquez les gens en peur, la réflexion s'arrête. Donc on a vu ça. Ça, c'est une sorte de toboggan. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. C'est tout simplement le fameux en même temps. 2 choses totalement contraires qui se rejoignent et qui se mélangent, de façon à ce que l'individu n'y comprenne plus rien. Et quand la personne ne comprend rien, parce qu'il lui manque des liens, elle ne peut pas faire des liens entre des éléments factuels, puisqu'on lui donne 2 éléments contraires, eh bien elle bascule, pas toujours, mais fréquemment, dans « ouais, mais moi je comprends pas. Ouais, mais normalement ils sont calés, quoi. C'est des... Je sais pas, ils sont tout en haut, quoi. C'est genre du gouvernement, attends, il y a des scientifiques, des experts. » Vous avez vu que d'ailleurs, sur l'autre jour, je crois que c'était sur C'est dans l'air, ou BFM, je sais plus, j'ai vu un podcast là. Il y avait un type, en général, il était expert de ceci, expert de cela. Et l'autre jour, il y en avait un, ils avaient juste mis expert. Ça suffisait. Allez, mange ça, expert. Le type parle et il utilise des techniques d'injonction paradoxale. Des choses qui disent le contraire. Chez McKinsey, il y a des experts en expertise aussi. Oui, voilà. Par exemple, de mieux en mieux. Donc, les 2 cumulés, injonction paradoxale et émotion, ben là, ça va vous faire glisser la personne que vous essayez de faire monter, tout simplement. Les personnes qui sont bloquées dans cette religion du covidisme sont des victimes, victimes en termes d'hypnose, de masse, mais constamment, vraiment, quand on dit le premier truc à faire, on débranche la télé. On va dire ce qu'il y a dans la télécommande, on trouve une solution. On bloque cette télé, quoi. On bloque ça. C'est fait pour. Le cerveau privilégiera toujours la facilité. L'acceptation, un effort, c'est trop compliqué pour le cerveau. Le cerveau va chercher ce qu'il y a de plus simple, systématiquement. Il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin. L'expérience de conformité de H et l'expérience de Milgram. Là, c'est 2 accélérateurs de ce toboggan qui font descendre les gens encore plus vite. L'expérience de conformité de H, pareil, alors j'hésite toujours, en faisant une recherche sur Internet, on trouvera ça très facilement. Il y a plein de vidéos, vous tapez expérience conformité H, c'est comment se fabrique un troupeau de moutons, en étant vulgaire, et l'expérience de Milgram, comment accepter l'inacceptable. L'expérience de conformité de H, en fait vous avez un psychiatre, un expert en sciences cognitives aux États-Unis, qui, une fois de plus, dit à une partie de ses élèves dans la fac, on va faire une expérience sur le reste de la fac, et vous êtes 10 là, vous allez me servir d'acteur. Je vais vous poser des questions hyper basiques, vous allez répondre de façon extrêmement simple, et à un moment donné, je vous donnerai, à chaque fois je vous donnerai les réponses. Tout le monde verra que vous avez tout le temps tout en haut.
Et à un moment donné, je vous donnerai une réponse complètement débile, et je vous demande de la valider en tant qu'acteur, et de dire oui, c'est la bonne réponse, alors que la réponse que je vous aurais donnée sera débile. Je vais vous donner l'exemple. Et on va faire venir un de vos copains, un de vos copines qui ignore que vous êtes acteur et qui croit participer à une expérience. D'accord? Et en fait, la personne que je vais mesurer, c'est votre copain qui n'est pas acteur. Donc il fait venir, mettons, 9 élèves qui sont acteurs, il en fait venir un 10e, et il leur présente, vous trouverez ces vidéos, hein, il leur présente 3 bâtonnets sur un écran, bâtonnet 1, 2, 3, et puis un 4e bâtonnet qui a la même taille qu'un des 3 premiers. Et il dit, ce bâtonnet X, il a la même taille que... Alors, tout le monde va dire, bah, il a la même taille que le bâtonnet 1, par exemple. Parce que c'est exactement la même chose. Tout le monde dit d'accord. Allez, très bien. 10 sur 10 pour tout le monde. Donc il fait l'expérience plusieurs fois. Et à un moment donné, il finit, il y a toujours les trois bâtonnets, il finit par donner un bâtonnet différent qui ne ressemble pas du tout aux exemples précités. Il valide l'erreur. Les 9 élèves acteurs font exprès de dire bah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et celui qui ignore qu'il s'agit, alors clairement, d'une conspiration contre lui, hein, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Soit il se met face au groupe, et il leur dit vous êtes complètement. Enfin, vous rigolez, quoi. On voit bien la taille du truc, le 1 correspond à 1, vous plantez là. Soit il dit ça, il affronte le groupe, soit ça se bouscule dans sa tête, et il finit par dire oui, moi aussi, 10 sur 10 pour moi aussi. Avec certains admettant ça comme une violence. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il va reproduire ça avec quantité d'élèves, et il y a un pourcentage, je ne sais plus lequel, mais qui est largement dominant, je ne sais plus si c'est du 60-70% de gens qui, par conformité, vont suivre le groupe, y compris si le groupe dit n'importe quoi. Vous avez une autre expérience, assez rigolote d'ailleurs, sur une vidéo, où on voit des gens qui sont dans une salle d'attente, avec une alarme. Et lorsque, alors évidemment, dans la salle d'attente, vous avez toujours des acteurs. Lorsque l'alarme retentit, les gens qui sont assis dans la salle d'attente se mettent debout et se rassoient, systématiquement. On dirait un peu les chiens de Pavlov. Arrive une personne qui a vraiment rendez-vous, elle s'assoit, elle voit tout le monde se lever à l'alarme, se rasseoir, on ne comprend pas. Et puis 2, 3 fois, 4 fois, ah ben ouais, mais au bout de la 5e ou 6e fois, elle va se lever comme tout le groupe, puis elle va se rasseoir, puis ça va ressonner, puis elle va se relever, puis elle va se rasseoir. Et ils vont faire cette expérience avec quantité de gens, à tel point qu'ils vont mixer un petit peu le jeu. Ils vont faire partir, puisque c'est une salle d'attente avec des rendez-vous, la salle d'attente se vide, et à la fin, la personne, au début, il n'y avait que des acteurs, à la fin, la personne qui est une vraie victime, elle se retrouve toute seule, et il regarde si seule, elle continue à se lever, s'asseoir à la sonnerie. Et elle va le faire, et comble du comble, c'est qu'on va lui envoyer des vrais clients qui font vraiment la queue pour un vrai examen, qui eux donc ne sont pas du tout acteurs, et elle va contaminer par le fait que je m'assois. Vous regarderez cette vidéo, expérience de conformité de Vachon. Et ça se diffuse tout doucement. Quelque chose qui n'a aucun sens. Vous fabriquez un groupe de... Je suis méchant en disant un groupe de moutons parce que c'est... En fait, j'ai de la compassion pour nos familles et nos amis victimes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, expérience de conformité de H, on remonte aux années 50, années 50-60. Il y a un phénomène d'autorité aussi. Alors, la crème de l'autorité. C'est juste après, c'est l'expérience de 1000 grammes. Phénomène d'autorité. Je fais une remarque Oui. qui va positiver ça, même si dans ce contexte-là c'est très négatif parce qu'il y a une volonté d'influencer. Et imaginons qu'on soit des Cro-Magnons et qu'on apprenne à survivre dans un contexte difficile. Bien sûr. Si moi petit je fais comme des grands pour réussir, J'ai plus de chances de m'en sortir. j'ai plus de chances que si je fais l'original. Tout à fait. Donc en fait, le problème c'est que c'est utilisé à mon escient. Tout à fait. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle des outils de manipulation. Mis dans de mauvaises mains, c'est catastrophique. Mis dans de bonnes mains, comme ce que je vous disais tout à l'heure, le langage positif, mis dans de mauvaises mains avec le ne pas, c'est un véritable outil de manipulation. Mis dans de bonnes mains, entre autres par exemple pour des soignants, la petite grand-mère à qui je dis n'ayez pas peur, je suis pas méchant, je peux vous faire tomber. Si je reformule mes phrases, en fait je vais faire quelque chose de bien, quoi. Là c'est exactement cette problématique-là. Mis dans de mauvaises mains, il y a des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font. Ils savent que ça va fonctionner. Et on arrive sur l'expérience de 1000 grammes. L'expérience de 1000 grammes, vous la retrouverez dans le film Iconicar avec Yves Montand, où vous avez
ce monsieur qui doit apprendre par cœur une liste, et s'il se trompe, il reçoit une décharge d'électricité. Le monsieur qui doit apprendre par cœur une liste de mots, en fait, est un acteur, et il n'y a rien du tout en décharge d'électricité. La personne sur qui on fait l'expérience, c'est celui qui appuie sur le bouton, qui pense que l'expérience est sur celui qui doit apprendre par cœur, et qui ignore que l'expérience, c'est on regarde ton comportement. Et derrière, on lui met des personnes avec des pouces blanches, avec des regards très sévères. On dit, si, c'est pour la science, allez-y, il faut absolument qu'on voit, on fait ça avec quantité de personnes, on a l'habitude, etc. Ah, il s'est trompé, j'appuie, là, vous appuyez. Ah, une douleur. On recommence, et puis à la fin, on arrive à monter les douleurs. Il est clairement indiqué, attention, là, vous allez lui provoquer une douleur absolument innommable. Ah ouais, mais moi, je ne suis pas... on m'a dit de le faire. C'est ce qu'on appelle la soumission induite. C'est exactement ce qu'ont fait une partie des nazis lorsqu'ils ont créé la solution finale. Hein. C'est très bien expliqué dans les comics. Hein. Vous avez des types, ils avaient juste pour travail d'ouvrir la porte du train. Et c'est tout. D'autres pour faire monter les gens. D'autres uniquement fermer la porte du train. D'autres conduire de tel endroit à tel endroit. Dès lors que vous segmentez la responsabilité, les gens me disent, mais moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Je ne comprends pas la question là. On peut, comble du comble, on peut même avoir des personnes totalement honnête et sincère. C'est ça le comble. Donc là, on a en expérience de 1000 grammes, soumission adulte, grand nombre de médecins ou de soignants, hein, moi le premier, hein, comment dire, sur vous obéissez parce que c'est comme ça, on s'occupe de tout. C'est fou combien plein d'épidémies, vaccine tout le monde, quoi, comme ça. Oui, regarde, tout le monde a commencé là. Et donc, ces deux vecteurs-là, hein, l'expérience de conformité de H, l'expérience de 1000 grammes, les injonctions paradoxales et les émotions, font glisser les gens vers le bas de ce marécage. Il y a un autre élément très important à prendre en ligne de compte, en fait, c'est qu'est-ce qui fait monter. Alors, qu'est-ce qui fait monter? Je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a les éléments factuels, les chiffres, je vais vous en parler juste après, la notion de chiffres, mais il y a aussi la notion de caractère fort. Apparemment on est dedans, je ne sais pas comment on a fait, mais on est dedans. Et puis aussi il y a les points de basculement. Les points de basculement, c'est ce qu'expliquait Idriss Aberkan. Petit à petit, à force de faire justifier l'injustifiable, il y a des gens qui finissent de plus en plus par progresser, faire leur deuil de s'être trompé ou d'avoir été trompé. Et il y a une forme de, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de contagion positive, de retour à l'envoyeur. Il est exclu, de mémoire, c'est Benjamin Franklin qui avait dit ça à un diplomate, on peut mentir à tout le monde un certain temps. On peut mentir à certaines personnes tout le temps. Mais c'est une erreur de mentir à tout le monde tout le temps. Ça rate. Ça rate. Ça rate. Et c'est super long. Pour se dire, mais nous, on a déjà fait le chemin, le venu, quoi. C'est super long. Mais c'est en train de venir petit à petit, petit à petit. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'acharner, s'accrocher. On dit toujours, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Ok. Mais nous, chaque fois qu'on monte un étage, on y reste. Les points de basculement, les caractères forts. Je voudrais évoquer avec vous un sujet qu'on appelle le triangle de Karpman, le triangle de la discorde. Il y a un autre petit accélérateur qui fait que les gens vont tourner à fond là-dedans. Le triangle de Karpman, je vous le fais vraiment super court, c'est un peu l'équation comment se fabrique une dispute. Mathématiquement, enfin pas mathématiquement, mais d'un point de vue relationnel. Le triangle de Karpman, c'est un outil qu'on utilise en analyse transactionnelle. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà, mais il faut le revoir. Prenons 3 personnages sur un sujet qu'on qualifiera domestique. Une maman, son fiston, le papa. Une maman dit à son fiston, regarde, je t'ai acheté un super jean, le super beau pantalon que tu voulais. Et le gamin de 16 ans regarde le jean et pousse un cri d'horreur. Ah non, c'est nul! Ah non, quelle horreur, je ne peux pas mettre ça. Sa mère va lui dire, bon, attends, c'est celui que tu m'as montré l'autre jour, ton chanteur préféré à la télé, qui pouvait spontanément. Non, c'est nul, j'en ai marre, ça c'était il y a 6 mois, ça a changé.
chaque fois que tu m'achètes des pantalons, c'est pourri, tout le monde a son mécano. Et le gamin se met à postillonner, hurler sur sa mère. Arrive le papa, qui ne sait pas du tout ce qui se passe, qui voit le gamin en train d'hurler sur son épouse, et qui va dire, je t'interdis de parler à ta mère comme ça, tu montes dans ta chambre, tu mangeras pas de toi, je te punis, etc. Le gamin monte dans sa chambre, il claque la porte, il chouine, c'est une demoiselle, elle se jette sur son lit pour pleurer. C'est un truc que j'arrête pas de comprendre. Mais respect, pas d'histoire, on prend à la maison, mais bon, le gamin monte, il chouine, il dit, c'est vrai, je peux pas mettre un pantalon comme ça, c'est pas possible, il n'est pas très content, il est catastrophé. Sa mère vient me voir un petit peu plus tard, elle lui donne 2-3 petits biscuits, des privés de repas, elle lui dit, bon, c'est pas grave, je vais le changer. Oui, à chaque fois, tu m'achètes des trucs. Allez, fais bisous. Elle redescend les marches et elle dit à son mari, t'es trop dur avec lui. T'es tout le temps en train de le punir. C'est un gamin, t'as jamais été gamin, ça bon, il en a pas envie, il en a pas envie. Et le mari lui répond, attends, je sais pas, j'arrive, je le vois en train de te hurler dessus, j'ai pas compris ça. Voilà, là on a un triangle de Cartman, une petite dispute. Ouais, mais t'es trop dur avec lui. Allez, il va discuter avec sa perceuse dans le garage. Et petit exemple, pour vous dire que des triangles de Cartman, en fait, on est normal, hein, on en a tous, hein, toute l'année, que ce soit dans notre famille, que ce soit avec nos voisins, nos collègues, etc. Il y a des endroits spécialement étudiés pour faire les triangles de Cartman, c'est les commissions de parents d'élèves. Hein. Ça c'est rigolo. Ça, la commission de parents d'élèves, c'est rigolo. Tous les gens finissent par discuter, c'est marrant, c'est marrant. Qu'est-ce qui s'est passé techniquement? Le papa, la maman qui est en bleu, il y a trois personnages, persécuteurs, victimes, sauveteurs. Ces trois personnages, ils vont se les échanger inconsciemment, sans s'en rendre compte. Exactement comme quand vous allez au théâtre, vous avez le public, il y a les acteurs, et chaque acteur joue le rôle d'un personnage. Un triangle de Cartman, c'est comme si dans un rêve, vous étiez monté sur scène, avec forcément une autre personne, vous étiez en train de vous échanger les personnages sans vous en rendre compte. Les trois personnages, sauveteur, persécuteur, victime. La maman, elle est en bleu, elle rentre avec le personnage sauveteur. Elle veut sauver son gamin, pour qu'il soit le plus beau. Lui, le gamin, il est en jaune, il rentre en victime. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est monstrueux, je veux mettre un truc pareil. Très vite, le gamin, il bascule en jaune, il est persécuteur, et il crie sur sa mère. Sa maman reste sauveteur en essayant de lui expliquer que c'est pour lui faire plaisir et ci et ça. Le papa, lui, il arrive également en sauveteur, il veut sauver sa femme. Et très vite, en vert, il se retrouve persécuteur, il punit son gamin. D'accord? Le gamin qui était rentré victime, qui persécutait sa maman, redevient victime, il va chouiner dans sa chambre. La maman continue sa progression de sauveteur vis-à-vis de son enfant, puis elle prend le personnage persécuteur et elle va dire à son mari que t'es trop dur avec lui. T'étais tout le temps en train de le punir, etc. Le mari qui était rentré envers sauveteur pour son épouse, persécuteur, se met en victime, il dit mais moi je ne supporte pas, peut-être ça lui rappelle des trucs dans son enfance, je ne sais pas, il ne supporte pas de voir le gamin hurler sur son épouse, il devient victime. Vous voyez un peu comment il s'échange sans s'en rendre compte dans la discussion, les trois c'est un classique, c'est logique. On est tous constamment dans les triangles de Cartman. Alors vous allez dire, ok, d'accord, on a compris comment une dispute se fabrique, comment on sort de là-dedans. Déjà savoir que ça existe, et voir qu'il y a des personnes qui ont des attitudes sauveteurs. Quelqu'un qui veut être sauveteur, ben on va dire c'est sympa, ouais, mais sauf que le sauveteur, il a besoin d'une victime. Le sauveteur, c'est celui, le copain, la copine qui vient chez vous et qui dit, vous êtes à l'apéritif, tout se passe très bien, tu sais, on a changé de chauffage. C'est super. On a fait un truc, pareil, je vous explique, ils ont changé de chauffage, ils ont du crédit d'impôt, ils ont une chaleur comme ci, comme ça, c'est génial, etc. Tout le monde est très content, c'est super. Sauf qu'à un moment donné, il finit par vous dire, mais, tu sais, tu devrais essayer aussi. Parce que si, parce que ça, et il va faire de vous une victime, il faut que tu deviennes comme moi avec ce chauffage, c'est absolument génial. Sauf que vous, je suis content pour toi, c'était une très bonne idée. J'ai pas spécialement prévu de changer mon chauffage. Je sais pas, enfin, si vous avez un peu de budget, ça se passe pas comme ça. Ouais, mais la personne veut vous sauver, puis elle va y passer, faire un quart d'heure, une heure, essayer de vous convaincre. Jusqu'à ce que, comme c'est votre meilleur ami, votre frangin, votre frangine, la personne, vous êtes très proche, vous finissiez par me dire, écoute, c'est bon, on va passer la soirée sur ton chauffage, tu me saoules, merci pour l'info, mais non. Et bien après, petit
qui retourne dans la voiture, mais t'as vu, par rapport ici, à chaque fois ils ne veulent pas, encore comme d'habitude, oui, avec les épouses, les data centers qui ont mémorisé tous les dossiers. Ah mais oui, il y a 5 ans déjà, nous les gars, c'est pour ça qu'on a des épouses, on ne mémorise pas. Donc on sort tous les dossiers, et ça nous aide bien. Mais on est sur ce petit type de relationnel. Celui qui veut sauver et celui qui refuse d'être victime. Et c'est parti, sur un petit sujet. C'est un classique. C'est un classique. Donc déjà connaître le fait qu'il y a des personnes qui ont des attitudes de sauveteur. Quand vous maîtrisez bien le triangle de Karpman, vous voyez la dispute se fabriquer avec 5 minutes d'avance. La personne qui est constamment victime. Oh, j'ai des problèmes. Oh, il m'arrive ci. Oh, ça va pas. Ah, tiens, il y a ça comme solution. Ouais, mais j'ai déjà essayé. Ouais, mais ça marche pas. Ouais, mais je vais avoir des problèmes. Oui, mais attends, on refait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, je vais t'aider. Ouais, mais ça marche pas non plus. Ouais, mais à un moment donné, vous finissez par lui dire, oh, ça va, je vais pas passer mon temps à t'apporter quantité de solutions, tu refuses toutes les solutions qu'on te donne. Ouais, mais je suis une victime et je veux être que victime. Ouais, bah tu nous saoules. Et paf, c'est reparti. Une autre histoire. Donc, voir des personnes qui ont des postures de sauveteur, c'est sympa, mais il a besoin de sa victime. Voir des personnes qui ont des postures de victime, on est tous. Ça, c'est quelque chose qu'on côtoie à l'année, on est naturel quand on est comme ça, mais le voir à l'avance, ça aide. Et puis le persécuteur, c'est plus la personne qui a l'humour grinçant, piquant, et qui aime bien sonner son petit bazar, quand c'est la zizanie. 1. Connaître ça à l'avance. 2. Savoir que pour être en dehors d'un triangle de Karpman, il faut absolument appeler un chat un chat. Dès lors que vous partagez une vérité, vous basculez dans ce qu'on appelle la réalité. Et les chiffres, c'est ce qu'il y a de plus précis. Si on dit que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme chiffre Thierry, un chiffre factuel. Par exemple, l'hémoglobine. Voilà, partons sur l'hémoglobine, tu dis si je me trompe, quelqu'un qui a 11,5 d'hémoglobine, 11,5, 12,5 d'hémoglobine, on va dire c'est correct. Tu me valides là. Bon, et bien c'est comme ça. 11,5, allez, 12 grammes par litre d'hémoglobine, on n'est ni pour ni contre. C'est comme ça. Je n'ai pas besoin d'être sauveteur, victime ou persécuteur. C'est un élément factuel, c'est précis. Dès lors que vous pouvez partager des chiffres, et ça peut être sur des données statistiques, ça peut être sur des posologies, ça peut être sur du kilomètre-heure, ce que vous voulez. Dès lors que vous partagez des éléments factuels chiffrés, eh bien vous êtes dans ce qu'on appelle appelons un chat un chat. Et là, les humains se retrouvent. Charles Péguy disait « Tout ce qui élève unit ». Plus les gens montent en connaissance, plus ils se rejoignent, y compris de gens de bords littéralement opposés. Mais ça me semble pas toujours marcher. Par exemple, vous annoncez que vous avez un taux d'anticorps de temps. On vous dit non, mais ça, de toute façon, ça n'a rien à voir. Vous parlez de moi là. Alors effectivement, on peut annoncer qu'on a un taux d'anticorps X. On a comment dire, l'immunité naturelle, elle n'existe pas. Voilà. Moi, quand je présente mes anticorps hépatite B pour dire est-ce que je me fais mon vaccin hépatite B ou pas, on dit oui ou non, et je le fais. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait parce que j'ai toujours des anticorps hépatite B, bref. Mais si je présente mes anticorps SARS-CoV-2, alors là, ça ne marche pas. Bon, ben là, c'est suffisant pour. Mais on peut aller plus loin dans le détail, notamment la présence ou l'absence d'anticorps, c'est un élément factuel. La quantité d'anticorps, c'est un autre élément factuel. Et Thierry, je parle sous ton compte, moi si je dis des bêtises, tu m'arrêtes tout de suite. Mais l'unité aussi utilisée. Avant, on avait des unités internationales par millilitre, on a basculé sur des index pour que les chiffres soient un peu plus flous. De façon à ce qu'on ait de plus en plus. Le chiffre, ou même ce qu'on appelle les cas, ce qu'on appelle les cas aux 100 000 habitants, enfin, tout ça, c'est des chiffres, mais ça ne permet pas de faire l'unité entre les gens. La complexité, c'est de trouver, malheureusement, c'est une catastrophe, mais de trouver des publications données par des agences. C'est vraiment un gros problème. La notion d'agence, si on revient aux travaux de gens vraiment sales dans l'histoire, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait plus de vrais experts qui puissent s'exprimer. Il faut que ce soit des agences. Et là,
là où la vérité commence à parler pour nous, c'est qu'on a des agences qui commencent à exprimer l'impensable. Notamment, les dernières, c'est les données du VERS, c'est ce qui vient des Centers Disease Control américains et de la FDA américaine, c'est l'administration américaine qui balance ses propres chiffres. Là, on est totalement dehors du triangle de Cartman. C'est le truc, limite, on aurait presque envie de dire c'est la maison mère. Si c'est eux qui le disent, et là, on peut montrer les effets secondaires, chiffrer les résultats au niveau des grossesses, etc. Tout est chiffré. Ça vient de plus en plus de sortir. Thierry, tu as quelque chose à dire? Je pense que c'est un déni. On ne peut pas reconnaître les anticorps. Il y a une sorte de déni qui représente. Tu peux parler de l'exemple de la dissonance cognitive. Bon, mais dans le domaine scientifique, il y a les anticorps IgG, mais il y a l'immunité cellulaire. Ça, c'est plus compliqué à poser, et ce serait encore ça qu'il faut poser. Après, on est de plus en plus nombreux. Mais là, il y a un déni complet que le corps médical. Moi, je suis convaincu qu'en faisant monter la connaissance de la population, de la masse, ça prend du temps. On est quelques-uns sur YouTube à faire, mais il y en a qui font ça avec un talent. Moi, je suis en école primaire par rapport à un certain nombre de youtubeurs. On est de plus en plus à faire ce qu'on appelle de la vulgarisation, c'est-à-dire faire monter le groupe. Je suis définitivement convaincu que les gens comprennent dès lors qu'on prend le temps et que on leur explique tout doucement. On leur fera pas passer un doctorat, moi le premier, mais on va avoir de plus en plus de gens en capacité de poser les fameuses questions inspecteur Colombo à leurs médecins traitants, à leurs infirmières, à des pharmaciens, pour pouvoir, on est d'accord, vous êtes bien en train de dire l'inverse de ce que vous avez appris pendant vos études. Là. Moi, j'ai fait ce petit jeu-là avec un certain nombre de médecins, c'est terrible. C'est terrible. Direct, ils se lèvent et ils sortent de la pièce. Alors, il faut y aller tout doucement parce qu'il ne s'agit de pas les perdre, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Alors, c'est un peu plus difficile pour moi parce qu'évidemment, je suis infirmier, mais je suis convaincu que ce travail-là, tout le monde peut le faire, notamment à partir d'éléments factuels. D'où l'importance du CSI. D'où l'importance du Conseil scientifique indépendant avec l'info Covid. C'est une mine. C'est une mine. Là, on a une chance phénoménale. C'est le fameux livre d'Amin Ulil qui vient de sortir. Alors là, j'ai discuté encore avec lui, il au téléphone hier soir. Il me disait, je l'ai écrit comme un outil de travail pour que ça s'adresse à toute la population. C'est numéroté, je sais plus, il y a 57, 58 points, très précis. Il y a des gens qui vont prendre tous les chapitres, il y en a quelques-uns qui vont monter en gamme, comme on dit, sur le sujet 2, le sujet 18 et le 24, parce que ça va leur rappeler quelque chose, une phase vécue, un souvenir, mais ils vont devenir incollables sur le sujet. Incollables. Le livre d'Amin Ulil, c'est véritablement l'outil de travail qui nous manquait, en plus du Conseil scientifique indépendant, où là par contre, il faut regarder toute la vidéo, c'est franchement terrible. Il y a deux livres très, très importants que vous connaissez peut-être. Le dialogue interdit d'un monsieur du CSI, justement, qui est le mathématicien. Vincent Pavon. Et Vincent Pavon. Il est très très bien. Il est vraiment extrêmement bien. Et puis, il y a celui écrit par l'américain Kennedy, qui est difficile à lire parce qu'il y a un gros pavé et très compact, mais qui est lumineux sur la période Covid. Et il fait un retour en arrière sur la période du sida. Et il montre comment Fauci a pratiqué exactement de la même manière avec le sida qu'avec le Covid. Donc a fait des milliers de morts. Ouais, voilà. Et les faits sont têtus. C'est une règle. Les faits sont têtus. La vérité prend l'escalier. C'est forcément long pour les personnes qui ont basculé dans ce qu'on appelle la réalité. Je terminerai là. Après, on va échanger. Il y a un élément très important sur la notion de vérité. Quand vous apportez une vérité, c'est votre vérité.
Si vous partagez la vérité avec votre interlocuteur, vous basculez dans un autre monde qui s'appelle la réalité. Je vous donne un exemple d'un ami qui me racontait, sa cousine lui dit on ne peut plus sortir parce que le petit, etc., elle voulait aller au restaurant avec son mari, etc. Et lui, il lui dit bah, laisse-nous le petit le week-end et puis allez vous promener. Sa cousine lui dit ouais, mais tu sais, d'ailleurs le petit s'appelait Marius, ça m'a rappelé un autre Marius, on en connaît un. Et sa cousine lui dit ah, tu sais, il a 1 an et demi, mais il est dur. Et elle lui donne une vérité là. Et lui, il lui répond ah, ça va, c'est bon, on va le gérer quand même. Allez faire votre week-end. Voilà. Le dimanche soir, quand sa cousine et son mari reviennent, et que lui, il tient Marius par le col, avec une pancarte écrite plus jamais ça, parce que Marius, il leur a démonté la boutique, il a basculé dans la réalité. Pourtant, elle lui avait donné la vérité, mais c'était que sa vérité à elle. Il a fallu qu'il vive cette vérité pour basculer dans ce qu'on appelle la réalité. Le partage de chiffres, le partage d'éléments factuels, le fameux appelons un chat, fait qu'à un moment donné, l'interliéré, le fait de faire des liens entre des faits, vous fait basculer une personne, fait qu'elle va pouvoir accepter, basculer en lucidité, et finir par se dire mais c'est pas possible. Et tout doucement ça va monter. Mais il va falloir choisir, il va falloir prendre son temps, il va falloir être extrêmement précis, il va falloir choisir à qui on parle, à qui on se sent en capacité d'échanger, de discuter. Et il y a d'autres personnes pour qui ça va être beaucoup trop douloureux et trop rapide. Et il va falloir les laisser tranquilles et parler d'autre chose. Et le comble du comble du comble, c'est que dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans, quand toute l'histoire sera limpide pour tout le monde, les derniers diront mais oui, je l'ai toujours dit, je le savais bien que, etc. C'est un grand classique. Et on leur pardonnera parce qu'en fin de compte, ils auront fait leur mea culpa tout seuls dans leur coin et ils reviendront. La difficulté, c'est qu'il faudra qu'ils se pardonnent à eux-mêmes parce que quand on a vacciné des enfants et qu'il y a des effets secondaires graves, là, il n'y a pas de retour possible. Quel regret que nous n'ayons pas pu avoir la vidéo du passage d'Amin Umline au Sénat. Il a eu des sénateurs, députés, je ne sais plus si c'était un sénateur ou un député pédiatre, il y en a eu 2, qui ont dit mais enfin, on était pris dans l'urgence, il fallait faire quelque chose, et ci et ça. Alors là, lui, il se détend, il y va, il essaie de fumer s'ils ont terminé le nez dans les chaussures. Il a donné par exemple un argument qui a été de dire mais si vous avez à ce point-là réclamé une absolue sécurité instantanée sur l'hydroxychloroquine avec le professeur Raoult, très bien, et vous deviez faire exactement la même chose avec l'ARN messager à visée immunogène, et vous avez ouvert complètement les portes et vous avez laissé rentrer le loup. Vous voyez, ça c'est de l'hyperfactuel, et là il y a silence. Plus exactement, il y a sidération. Et là, il faut laisser le temps de la sidération. Il ne faut pas trop en rajouter, quoi. Là, les gens sont en train de basculer à vitesse rapide, et plus vite on s'accaparera cet outil qui est le livre d'Amine, et plus vite on sera hyper précis. Il y a des morceaux, c'est spécial pour... Il n'a pas conçu comme ça, mais moi je sais que je vais utiliser certains morceaux uniquement avec des directeurs d'école et de lycée. Il y a d'autres morceaux qui vont être parfaits pour discuter avec les pédiatres. Il y a d'autres morceaux qui vont être parfaits pour discuter avec d'autres professionnels. C'est l'outil qu'il nous fallait. C'est le tout dernier, c'est l'impossible consentement. On a tout juste de sortir. Et d'ailleurs, je peux donner l'info, oui, on est en train d'organiser une séance de dédicace. Donc, si vous l'achetez avant, tant mieux, vous allez pouvoir le potasser avant, mais on va vous donner une date prochainement, pour que ce soit rapide, pour que vous puissiez faire venir dédicacer et, si possible, acheter le bouquin.
soit sur place, soit faire dédicacer, ou même tout simplement faire une petite photo avec lui, il sera très content. La date, c'est le 25 juin, au passage culturel. Et l'idée, c'est qu'on vienne plein. 25 juin ou 25 mai 25 juin. Juin, très bien. Au passage culturel à Cholet. Mais il faudra faire sans doute une réservation, parce que le passage culturel, c'est une toute petite édition, il ne peut pas en avoir acheté 50 et en avoir... Il faut qu'on dise au passage culturel, il y a très exactement 25, 50, 240, 845 personnes qui arrivent et il nous faut tant de bouquins. Ça va passer par le CSL. C'est pas comme ça que ça va se faire? Alors, Alain va nous dire, justement, parce que c'est tout frais. Hein. C'est tout frais cette semaine. Non, en fait, ce qui est tout simple au niveau de l'organisation, c'est que chaque personne commande, voit par Internet, directement le passage culturel. Ça leur évite de faire une commande groupée parce qu'on ne sait pas le nombre de personnes exactes qui vont nous demander. Et si on fait une commande de 50 livres et puis qu'il y en a que 20 qui sont pris, ça n'irait pas. Donc, si vous commandez individuellement au passage culturel, et vous pourrez faire dédicacer votre livre, donc le samedi 25 juin à 15h. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Normalement, ça prend beaucoup plus de temps. Pour moi, je suis resté à la surface. Mais l'idée pour moi, c'est que vous puissiez voir un petit peu plus clair, même si quand on voit cette chose-là, on dit mais il y a des flèches, il y a des trucs écrits dans tous les sens. C'est de pardonner à nos proches qui ont basculé, qui sont hypnotisés. C'est de se pardonner aussi nos erreurs de communication. On passe à la suite où on vous laisse prendre un petit temps d'échange entre vous, c'est ce qu'on s'était dit, Sophie. On vous laisse prendre, allez, on va se caler 10 minutes. Ouais, échanger avec vos 2, 3, 4 voisins. Voilà. Sur des exemples vous êtes typiques. vous avez des tas de voisins, donc vous avez une possibilité de choisir. Donc des faits, moi ça me fait penser à telle personne, et voilà ce que vous avez expérimenté. Peut-être qu'il y a, moi quand j'entends Eric, à chaque fois j'ai ah ouais. Je réalise comment je me suis plantée dans ma relation et mes réactions. Allez, on est parti pour 10 minutes. 10 bonnes minutes. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce